Dans la vallée tranquille de la Tamar, dans le Devon, se trouve un port qui débordait autrefois d'activité. Les archéologues Alex Langlands et Peter Ginn et l'historienne Ruth Goodman ont choisi de mener la vie des fermiers de l'époque édouardienne pendant une année entière. Jusqu'à présent, ils se sont essayés aux différentes activités de la région. L'exploitation minière, la pêche et la culture maraîchère. Voilà nos fraisiers. La ferme est opérationnelle. Ils ont reproduit avec difficulté la technique ancestrale de la meule de foin. Si le foin devient humide, c'est très simple, il pourrit. Il perd toute sa valeur nutritionnelle. Et leur bétail a survécu à la rudesse de l'hiver, donnant naissance à une deuxième génération. Là-haut, il y a un troupeau de vaches qui ont très faim. À présent, la moitié de l'année s'est écoulée. Nous sommes en février et nous découvrons maintenant une journée typique dans la vie d'un fermier de l'époque édouardienne. Dans cet épisode, nous explorons plus profondément que jamais les détails quotidiens qui jalonnaient l'existence des gens ordinaires et la manière dont ils parvenaient à survivre. Je ne peux pas me passer d'eau chaude. Comment ils s'habillaient Je porte les cheveux d'une autre. et comment ils s'amusaient. J'ai les poumons en feu. Depuis la Grand Rue jusqu'aux voyageurs de commerce. Le nec plus ultra de la technologie édouardienne. Cette journée à la ferme édouardienne nous donne l'occasion de découvrir les éléments essentiels de la vie quotidienne. Un jour de plus dans la vie d'une ferme édouardienne. Santé. À l'époque édouardienne, la vie quotidienne à la campagne avait son propre rythme. Ruth a découvert une formidable source d'informations sur ce mode de vie aujourd'hui oublié. Ça alors. On m'a donné ces lettres qui ont été trouvées dans une maison du village. Elles ont été écrites en 1907. Elles donnent une image incroyable de la vie de l'époque. Les petites choses auxquelles les gens étaient toujours confrontés. Cette lettre-là, c'est un peu les potins du village en quelque sorte. La femme de Harry a un autre bébé, ce qui fait 8 enfants. 8. L'aîné est parti travailler à Londres. Un pauvre garçon a dû plier bagages pour aller trouver un métier. Cette lettre sonne tellement vraie. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Les jours sont tellement courts à présent qu'il nous faudrait 2 fois plus de temps pour faire tout ce que nous aimerions faire. Pas de doute, c'est le mois de février. C'est un hiver effroyablement rude pour tout le monde. Mais les choses vont sans doute s'améliorer prochainement. Ce sont toutes ces petites choses qui façonnent la vie. On oublie facilement ces détails quand on étudie l'histoire. Mais ces lettres nous rappellent les pensées de tous les jours qui préoccupaient les gens, leurs petits tracas quotidiens, leurs soucis. De toute évidence, ces lettres ont été gardées très précieusement par quelqu'un qui y tenait beaucoup. Je devrais peut-être écrire à ma famille, d'ailleurs. Ça fait une éternité que je n'ai pas parlé à ma mère. Je suis vraiment une fille indigne. Je ne donne pas assez de nouvelles, loin de là. Chère maman, désolée d'avoir mis si longtemps à te répondre. Tu voulais savoir comment les choses se passaient ici? Eh bien, j'ai décidé de te raconter ce que nous avons fait aujourd'hui, pour que tu saches à quoi ressemble une journée typique chez nous. Ce matin, je me suis levée avant l'aube. Oh, vite, tes vêtements. Je ne suis vraiment pas du matin. Heureusement, les sous-vêtements édouardiens sont larges. Et ils tiennent chaud. Oh, l'épreuve matinale du corset.
Le corset victorien avait pour objectif d'amincir énormément au niveau de la taille. Il comprimait toute cette partie du corps, mais il laissait libre toute la partie inférieure. Le corset édouardien semble être beaucoup plus bas, ce qui fait que ça ne soutient pas grand-chose en haut. Regardez dans quel état est mon jupon, à traîner dans la boue. Il faut le temps de s'habituer à ça. Vraiment. La corvée la plus sale de la journée. Avant de pouvoir mettre l'eau à chauffer, avant même de pouvoir envisager prendre le petit déjeuner, je dois m'occuper du fourneau. C'est ce gros monstre qui me permet d'avoir l'eau chaude dont j'ai besoin. Évidemment, c'est aussi ce qui permet de chauffer la maison. C'est la source centrale de chaleur et de confort. C'était une pratique édouardienne très répandue de se brosser les dents avec de la suie. Cette brosse a un manche en os et des poils de blaireau. Mais elle ressemble beaucoup à une brosse à dents moderne. Et comme tout bon dentiste vous le dirait sûrement, c'est le fait de brosser qui contribue à 90% à la propreté des dents. Ça revient au même que de se laver les dents avec du dentifrice. La seule différence, c'est que la suie n'a pas vraiment un goût de menthe fraîche. Chaque matin, la première mission d'Alex et Peter est de nourrir les animaux. Mais avec l'hiver qui s'éternise, le foin commence à manquer. C'est tout ce qu'on a. Espérons que la meule est en bon état. Oui, espérons. En prévision de cette situation, ils ont mis en place une meule de foin pour stocker de la nourriture supplémentaire. C'est pas très stable, hein? Oui, ça bouge un peu. La meule est tapissée de paille pour la protéger de la pluie et éviter que le foin ne pourrisse. À présent, il leur faut ouvrir la meule pour vérifier l'état du foin. Ça, c'est pas très bon signe. Regardez. Je vais retirer ça, là. Vous voyez? C'est un champignon en train de pousser. Qui dit champignon, dit humidité et chaleur. Et ça n'est vraiment pas ce qu'on cherchait. T'inquiète pas, ça va aller. Oui, je sais. Les vaches nous regardent d'un air très désapprobateur. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux empotés? Pour beaucoup de fermiers édouardiens, l'argent gagné grâce au bétail était primordial. Dans les années 1900, la viande et les produits laitiers étaient l'un des secteurs les plus rentables de la production agricole britannique. Lâche-le, c'est bon. Avant l'instauration de l'État-providence et ses aides financières, l'échec de l'élevage pouvait conduire les fermiers dans un workhouse, un hospice de travail pour les pauvres. Le troupeau de nos fermiers est donc leur atout le plus précieux. Et pour les nourrir, il faut du foin. C'est bon, on y est. Ça, c'est du découpage. Ah, regarde. On voit le terreau juste là. Très noir. Pour l'instant, je ne vois rien. Ici, ça a l'air sec et ici aussi. Mais il y a aussi beaucoup d'humidité au milieu. Et c'est ça qui m'inquiète. Parce que cette humidité a peut-être pénétré au cœur de la meule, alors... Je crois qu'on ne sera pas fixé avant d'avoir tout découpé, jusqu'en bas. On a vraiment besoin de foin, là. Nos réserves dans la grange sont pratiquement épuisées. Si l'hiver se décide à durer jusqu'en mars, ça va vraiment être très difficile à gérer. Dès 7 h du matin, j'étais à quatre pattes, brosse en main. Le sol est incroyablement sale, à cause de toutes nos allées et venues. Voilà ce qui arrive quand on marche avec des chaussures pleines de boue à longueur de journée. Et encore, si ce n'était que la boue,
Vous voyez, c'est l'inconvénient dans une ferme. Il y a beaucoup de bouse et de crottin dehors. Alors, il faut absolument nettoyer. C'est grâce au vent que l'extérieur est resté sec. Ça avait vraiment l'air sec. Je veux dire, quand on passait à côté, on se disait « Ça alors, cette meule a l'air en très bon état, c'est génial !» Alors qu'à l'intérieur, c'est peut-être un tas de foin complètement pourri, même pas bon à utiliser comme compost. On verra bien. Peut-être que je vois les choses en noir. Tiens, Peter, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la couche supérieure. Ça n'a pas l'air si mal. Regarde. Mais regarde-moi ça. Ça m'a l'air super. C'est du bon foin, bien sec. Pour moi, ça prouve que les tapis de paille ont parfaitement fonctionné. Il devait être sacrément costaud à l'époque. Bon sang. On y arrive. Pas si mal en fait, Peter. Vers 7h30, après avoir lavé le sol, il était temps que je me lave à mon tour. Et crois-moi, j'en avais bien besoin. Les premières corvées de la journée sont toutes extrêmement sales. L'hygiène était une préoccupation très importante à l'époque édouardienne. On montrait souvent du doigt le peuple jugé malpropre. Les gens commençaient à être vraiment obsédés par l'hygiène corporelle. Et généralement, ils critiquaient l'hygiène des autres plutôt que de s'occuper de la leur. C'est souvent comme ça. Pendant la période édouardienne, la plupart des femmes adultes ne se lavaient sans doute quasiment jamais. Elles n'avaient pas souvent l'occasion d'être seules dans la maison pour pouvoir se déshabiller complètement. Les bains étaient plutôt réservés aux enfants, et aux garçons, et aux hommes. Elle est un peu grise, cette eau. Chaud devant. C'est tout? Non. C'est une magnifique façade une fois qu'on a coupé dedans. Tous les petits bouts de foin qui dépassent, on dirait de la chaume. En fait, on a seulement joué de malchance, parce qu'on avait commencé à couper ici. Et quand j'étais debout dessus, j'avais vraiment l'impression de patauger. Je me suis dit, c'est pas vrai, on va se retrouver avec un énorme tas de foin moisi. Mais c'est complètement sec. À présent, nous avons suffisamment de foin pour tenir jusqu'à ce que l'herbe pousse à nouveau au printemps. Pas vrai? Oui, on en a du foin là. J'ai passé des heures à essayer de me faire une coupe de cheveux édouardienne. Sur toutes les photos d'époque qu'on peut voir, sans exception, les femmes ont les cheveux bien relevés. On dirait que personne n'avait les cheveux aussi fins que moi. Voilà ce que ça donne quand j'essaye de me faire un chignon. C'est pas très imposant, n'est-ce pas? Alors je me suis demandé comment une femme ordinaire, avec des cheveux comme les miens, pouvait se coiffer correctement. Parce que tout le monde n'avait pas les cheveux épais et ondulés. Et plus je cherchais, plus je trouvais de vieilles publicités qui proposaient des solutions. Énormément de produits capillaires. Pas vraiment des shampoings, évidemment, parce que c'est un peu trop moderne comme approche. Mais surtout des postiches. Alors je me suis procuré une natte. Ce sont de vrais cheveux. J'ai essayé avec une seule et ça ne marchait toujours pas. Alors j'en ai pris deux. Mes cheveux sont vraiment trop fins. À l'époque édouardienne, le fait de se coiffer comme ça représentait une sorte de rite de passage. Les petites filles avaient les cheveux relâchés, alors elles se faisaient une sorte de queue de cheval. À l'adolescence, elles avaient une coupe de cheveux différente, un peu intermédiaire. C'est seulement quand on les considérait comme des adultes qu'elles se coiffaient vraiment les cheveux comme ça. Bien. Ça fera l'affaire. Maintenant, le petit déjeuner. Allez. Allez, les vaches, venez. Allez, venez par ici. Venez. J'ai ici une partie du foin qu'on a extrait de la meule. Et j'espère qu'il est comestible. Ça sera aux clients de juger. Voici nos veaux. Et voilà, mes jolis.
On va voir ce qu'ils en pensent. On dirait qu'ils aiment ça. C'est une bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. L'un des secrets pour être un bon fermier, surtout quand on élève du bétail, c'est de passer du temps à observer les animaux. C'est vraiment crucial. Il ne s'agit pas juste de venir, nettoyer, donner à manger et repartir. À chaque visite, il faut tout d'abord compter les têtes de bétail, évidemment. Il faut aussi vérifier leur état de santé, regarder comment ils bougent et surveiller le comportement de chaque animal tous les jours, voire même 2 fois par jour. C'est comme ça qu'on garde une longueur d'avance. On évite les mauvaises surprises. Par exemple, de venir à l'enclos et de trouver un animal boiteux ou même mort. Les animaux exigent un travail continuel. Nous devons prendre soin des moutons, nous occuper des chevaux et engraisser les vaches. Et puis il y a les cochons aussi. Bonjour les cochons! Si nous élevions des porcs dans un but commercial, alors selon les traditions édouardiennes, ce serait aux hommes de s'en occuper. Mais s'il y en a seulement 1 ou 2, la tâche incombe à la femme. Ça fait partie de la routine. Et n'oublions pas les poules. C'est ce qu'Alex préfère. Quand il fait vraiment froid le matin, s'il y a bien une chose qui permet de se réchauffer les mains, c'est un petit poulet. Voilà, bien au chaud sous les ailes. Et les dernières, mais non des moindres, les oies. Nous avons dû être extrêmement prudents avec ces volailles pendant l'hiver. Allez, en avant! Dans les parages, il y a de nombreux prédateurs qui aimeraient bien les avoir comme dîner. C'est une de nos oies. Elle a été attaquée par un renard, juste là. J'ai vu le renard l'autre jour. Il est gros. Et quand je dis gros, comme ça. Il a fait tellement froid dehors. Les prédateurs sont vraiment affamés et ils s'en prennent à la volaille. On a déjà perdu 2 poules. Et maintenant, cette pauvre petite n'a pas l'air de bien s'en remettre. Les oies coûtaient très cher à l'époque édouardienne, et ce serait une grande perte pour la ferme. Elle a encore un peu d'énergie, mais je crois qu'elle est un peu trop faible pour se nourrir toute seule. Le fait qu'elle ait été attaquée par un renard, c'est un peu un échec de notre part. Comment va la petite oie? Je ne sais pas vraiment. Elle a une chance sur 2. Une chance sur 2. Oui, elle a encore de la volonté. Oui. Et elle a du mal à se déplacer. Elle marche pas bien et elle ne relève pas vraiment la tête. D'accord. On fera ce qu'on peut. Oui. La garder au chaud et essayer de la nourrir. Je me dis qu'on devrait mettre des agents de sécurité à l'intérieur, des jarres. Je sais que tu n'aimes pas les jarres. Ils vont sans arrêt te becqueter les talons pendant que tu leur donneras à manger. Mais ils empêcheront le renard d'entrer. J'ai peur qu'ils attaquent autre chose que mes talons. Allons-y. La grosse corvée du matin. Nettoyer chez les veaux. Hé, la priorité? Ok, Peter, je te laisse ça là. Et tu prends le relais. On va évacuer tout ça. Vers 8 heures, j'ai commencé à préparer le petit déjeuner. J'adore ce plat. Ça ne paie pas de mine, mais c'est un bon petit déjeuner qui donne des forces. Je me suis trouvé une grosse branche de prunelier. Elle avait naturellement cette forme arrondie, parfaite pour s'en servir comme d'une palanche. C'est à peu près l'équivalent de 3 tranches de bacon et un demi-oignon chacun. Et le reste du petit déjeuner, ce sont des pommes de terre. De toute évidence, ayant déjà travaillé 2 heures avant le petit déjeuner, on est affamé. Ce n'est pas un bol de céréales qui peut nous rassasier. J'ai pris quelques racines dans le jardin maraîcher et je vais les couper en petits morceaux pour les veaux. Un peu d'eau. Et les racines. Maintenant, à notre tour de manger. J'ai hâte d'être à table. Et voilà. Ah, super. C'est un plat qui n'a pas l'air très ragoûtant, mais Ça sent très bon. je sais, c'est un de mes préférés. Tu t'attendais à quoi, Peter? Des œufs bénédicts?
C'est excellent. J'adore ce plat. Peter était au chevet de l'oie ce matin. Vraiment? Oui, une de nos oies a été attaquée par un renard. Elle est morte? Non, elle est... Presque morte. Oui, très abattue. C'est une routine quotidienne très dure. Rien que pour garantir la survie et la bonne santé des animaux. Et leur bien-être aussi. Ouais, et en toute franchise, c'est pareil pour nous. C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi notre bien-être à nous. C'est pour ça que j'ai mis des jonquilles. Ça me met de bonne humeur. Oh, j'avais vraiment besoin de manger ce matin. Après le petit déjeuner, le maréchal Ferrand est venu voir Tom et Prince, nos deux magnifiques chailleurs. Il vient les examiner toutes les 6 semaines. Le rôle du maréchal Ferrand est de faire en sorte que les pieds du cheval restent en bon état de travailler. La spécialité des maréchaux Ferrand est de s'occuper des sabots et de fabriquer des fers à cheval. Ce métier existe depuis des siècles, mais il a commencé à se formaliser à l'époque édouardienne. Les maréchaux Ferrand devaient passer un examen et s'inscrire sur un registre officiel. Ian Mortimer est un maréchal Ferrand reconnu depuis 16 ans. C'est un métier très important. Parce que sous Édouard VII, contrairement à aujourd'hui, on ne possédait pas de chevaux pour le plaisir. Ils servaient à effectuer des tâches très spécifiques. Ils constituaient l'énergie motrice principale du pays. Et donc l'économie britannique reposait beaucoup sur eux. Oui. Et elle reposait énormément sur les chevaux de trait en particulier. Je pense que la grande question, c'est quand est-ce qu'il faut ou non ferrer le cheval. Il y a 2 raisons principales pour ferrer un cheval. La première, c'est quand le cheval use ses sabots plus vite qu'il ne pousse. D'accord. Du coup, le cheval boite et il faut absolument le ferrer. D'accord. Le deuxième facteur, c'est l'adhérence. Parfois, sur des sols glissants un peu en pente, les chevaux ont besoin de cette adhérence supplémentaire. C'est comme des crampons sur des chaussures de foot. Ça fait une vraie différence. Prince est le plus jeune des 2. Prince, tu es pénible. Mais il rechigne à travailler au champ. Il a 3 ans, donc c'est un adolescent en quelque sorte. Il est un peu maladroit, un peu boudeur. De manière générale, il en a un peu marre de la vie à la ferme. Ian vient peut-être de découvrir la raison de ce comportement. Je crois qu'il n'est pas bien équilibré au niveau des pieds. Vous voyez cette partie qui se décale par là? De ce côté, on voit en dessous, mais de l'autre, il faut pousser la chair pour voir. Tout le pied penche de ce côté. On peut voir une démarcation ici. Tout ce côté-là a dû être recouvert de gravier. Il appuie trop sur l'extérieur du pied quand il marche. Du coup, il n'a pas assez de poids sur l'intérieur et le sabot s'évase ici. Il n'est pas suffisamment usé. C'est pour ça qu'il commence à se déformer là. C'est vraiment essentiel, ça, non? Absolument. Si mon activité économique dépendait essentiellement des chevaux... Si tu gagnes ta vie grâce à ce cheval, tu dois tenir compte du fait que dans 2 ans environ, il deviendra certainement boiteux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire? En tant que maréchal Ferrand, est-ce que tu pourrais faire en sorte de corriger ce déséquilibre dans le pied? On peut essayer d'arranger un peu les choses, oui. Mais sur le long terme, ça restera toujours son point faible. Mais si on lui met des fers, on peut retarder un peu ce processus. Je vois. J'essaie de lui faire boire de l'eau et de la nourrir un peu aussi. J'ai mélangé un peu de nourriture avec de l'eau pour faire une sorte de soupe légère pour volaille. Elle en a pris un peu. Tu en veux encore? Elle a repris des forces. Ça vaut le coup qu'on s'occupe d'elle. Je pense qu'il faut juste essayer de la maintenir au chaud, ici à l'abri. Il advienne que pourra. Vers le milieu de la matinée, je me suis attaquée aux principales besognes de la journée. Il faut constamment enchaîner les corvées, rien que pour faire marcher la ferme. Oh, je me traîne le long de ce chemin 3 ou 4 fois par jour. C'est seulement quand on est privé d'eau courante qu'on se rend compte à quel point on tient ça pour acquis.
On parle souvent de l'avantage hygiénique que représente une arrivée d'eau propre. C'est évidemment un paramètre très important, mais il y a aussi toute l'économie de temps et d'efforts dont on ne se rend compte que quand on doit transporter l'eau soi-même. Je ne peux pas me passer d'eau chaude. S'il n'y a rien qui cuit sur le fourneau, il faut prendre l'habitude de mettre des casseroles d'eau à chauffer. On a toujours besoin d'eau chaude. Et évidemment, il faut s'organiser très en avance. C'est une loi de la nature, n'est-ce pas? Il y a toujours de la vaisselle à faire. Ce fait tout à trop chauffer. Je l'ai laissé trop longtemps sur le fourneau et ça a brûlé. À l'époque, la plupart des femmes au foyer mettaient simplement un peu de sable sur un torchon. Et voilà. J'ai un tampon à récurer, gratuit, jetable et écologique. Le problème de l'eau chaude me rend paranoïaque. Et c'est pareil quand il faut ramasser du petit bois sec pour le feu. On est vraiment très pressé à cette période de l'année. Les jours sont tellement courts. Je dois me dépêcher sans arrêt et accomplir chaque corvée le plus rapidement possible pour pouvoir passer à la suivante. Ça défoule davantage que de passer l'aspirateur. Je ne peux m'occuper du déjeuner que quand tout le reste est plus ou moins sous contrôle. Les tâches ménagères n'étaient pas les seules obligations des femmes édouardiennes. Dans tout le pays, environ 5 millions de femmes travaillaient à l'extérieur. Mais leurs conditions de travail dépendaient souvent de leur statut marital. Pendant longtemps, il y a eu une différence. Dans certaines industries, les femmes mariées commençaient le travail plus tard que les femmes célibataires. Par exemple, dans l'industrie du nettoyage, il était normal pour une femme mariée d'arriver à 8 heures, alors que les femmes seules commençaient peut-être à 6h30, quelque chose comme ça. Parce que les femmes mariées devaient s'occuper de tout, et tout le monde le savait. Allez, quelques légumes en plus. Et je laisse mijoter tout ça. Nos brebis du Dartmoor doivent mettre bas dans quelques semaines. Il faut donc que les garçons s'assurent qu'elles sont en bonne santé. Allez! En s'occupant régulièrement des moutons, on apprend à les connaître individuellement. Oui, il y en a toujours un ou deux qui traînent à l'arrière du troupeau. Bon, d'accord, on a un petit troupeau, mais il reste au fond, derrière les autres. Un peu comme un gamin timide à un mariage. On dirait qu'ils se cachent derrière et attendent de voir ce qui va se passer. À vrai dire, ce sont peut-être eux les plus malins. Oui. Et puis, il y en a d'autres qui viennent sans hésiter. Il suffit d'agiter un seau devant eux et ils sont tout à vous. Regarde celui-là. C'est peut-être ça notre problème. Tu vois comme le sabot pousse? Il fait presque tout le tour. Voilà ce qui se passe. Ce sont des moutons du Dartmoor. L'habitat naturel de cette espèce se situe dans les Landes, sur des terrains plutôt accidentés et rocailleux. Ça contribue à user leurs sabots. Mais nous les avons amenés ici, à proximité des prairies inondables. Et c'est une zone plutôt humide, avec un sol beaucoup moins dur. Alors c'est à nous de prendre les choses en main. J'espère que celle-là va bien s'en tirer. Même si son sabot n'avait pas l'air en très bon état, il faut le dire. Tiens, regarde un peu ça. Cette substance comme de la cire, là, indique que cette brebis attend un petit. Tout à fait. On peut donc en conclure qu'elles ont toutes été honorées par ce bon vieux Cyril. On a été mauvaise langue avec lui. Oui, désolé Cyril, tu as bien fait ton travail. Allez, toi, tu peux sortir. Les basses températures et les renards affamés représentent de grandes menaces pour les agneaux. Alex a donc recours à une solution édouardienne. Ces clôtures à base de noisetiers sont fabriquées grâce à une méthode appelée clayonnage. Elles empêchent le vent d'entrer et les moutons de sortir.
Salut Yann. Salut Alex. Enchanté. Yann Roper est un spécialiste du clayonnage. Il est venu fabriquer une série de clôtures pour la ferme. Je suis en train d'installer les pieux. Les pieux? Oui, les poteaux qui soutiennent le taux. D'accord. Ensuite, on prend 2 des plus longues tiges. Elles doivent faire environ 2,50 m, au moins. Avec la tige, je fabrique le bas de la clôture. Il faut la faire passer entre les pieux de manière entrelacée. D'accord, c'est du tissage en fait. Vous êtes en train de tresser le bois. Oui. À chaque extrémité, il faut replier le noisetier sans le briser. C'est une question de technique, pas de force. Ça devient une sorte de corde. C'est stupéfiant, vraiment incroyable. Yann utilise ce bout de bois comme une corde. Il l'a tordu pour que les fibres se séparent, ce qui rend le bâton flexible, malléable. La magie du bois. Voilà. On a fait le bas de la clôture. Le milieu de la clôture est fabriqué en tressant des morceaux de bois fondu. Et voilà. Après la naissance des agneaux, ces clôtures vont devenir cruciales. Et le plus beau, avec cette technique de clayonnage, c'est que le vent ne passe pas à travers. Et au moment d'élever les agneaux, il est très important qu'ils ne souffrent pas de l'humidité et du froid causés par le vent, notamment dans des endroits comme le Dartmoor. La clôture est finalisée avec une dernière tige enroulée aux 2 extrémités. C'est bon. Et voilà, on a fini. On le sort du moule. Et hop, sur l'épaule. On pivote. Voilà, merci Yann. Merci beaucoup. De rien, Alex. Bon boulot. Vers midi, je suis allée faire un tour à la boutique du village. Il nous fallait quelques provisions. Bonjour. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? Tout d'abord, une miche de pain, s'il vous plaît. Tout de suite. Au début du XXe siècle, la société de consommation commençait déjà à prendre possession du quotidien. Le nombre de boutiques a augmenté considérablement, passant de 300 000 en 1875 à plus de 450 000 en 1907. Les boutiques étaient très différentes à l'époque. Déjà, je peux m'asseoir. On reste tranquillement assis sur une chaise et on se fait servir, ce qui est très agréable. Oh, est-ce que c'est du sirop de sucre roux? Tout à fait. J'ai envie de faire une génoise. Est-ce que je peux en avoir une boîte? Bien sûr. De plus en plus de marques commençaient à cultiver leur identité sur leurs produits, avec un emballage particulier, un gros logo bien visible et une appellation que tout le monde reconnaissait. Les produits étaient identiques d'un bout à l'autre du pays. Et de la marmelade? De la Robinson? Oui, s'il vous plaît. Le réseau ferré était parfaitement opérationnel et reliait toutes les régions entre elles. La nourriture pouvait être transportée d'un bout à l'autre du pays en l'espace d'une nuit. Beaucoup de ces denrées pouvaient provenir de n'importe où. Ce n'étaient pas du tout des produits locaux. On pouvait trouver de la nourriture provenant du Leicestershire, de Reading, et cette nourriture était transportée à travers toute l'Angleterre jusqu'au Devon ou au Cornouailles. C'était vraiment nouveau comme concept, cette possibilité de déplacer la nourriture à travers les régions. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que certaines de ces denrées auraient très bien pu être produites ici. Par exemple, la farine là-bas. Elle aurait très bien pu être de la farine locale. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est une situation typiquement édouardienne. Est-ce que vous désirez être livré, madame? Oui, merci. Ça m'évite de le porter. La nourriture locale n'était pas la seule à disparaître des étalages. De nombreux artisans, comme les forgerons et les fabricants de bougies, commençaient à faire faillite, incapables de rivaliser avec les grandes marques. Les cordonniers faisaient partie de cette catégorie. Jusqu'au milieu du 19e siècle, ils travaillaient à la main. Généralement, leur atelier était installé chez eux. Ils disposaient d'une grande liberté et pouvaient choisir leurs horaires et leurs jours de travail.
Mais dans les années 1850, des machines à fabriquer les chaussures ont commencé à apparaître. Et de nombreux cordonniers ont été obligés d'aller travailler dans des usines de fabrication à grande échelle. C'était la fin de leur indépendance. Tom, le frère d'Alex, est l'un des derniers cordonniers de tout le pays à perpétuer cette tradition de fabrication à la main. La cordonnerie est un métier très délicat. C'est presque thérapeutique et très reposant. Il est en train de réparer les chaussures d'Alex. On commence par faire la partie supérieure. J'en ai pris une vieille pour vous montrer. Tout est attaché ensemble pour pouvoir se glisser sur la forme. La forme, c'est une sorte de bloc de bois taillé sur lequel on enfile le cuir pour modeler la chaussure. Il y en a de toutes tailles. Ici, j'ai des formes pour hommes et ça va jusqu'à la taille enfant. Là, vous voyez, j'ai enfilé le cuir sur la forme et je l'ai cloué dessus. Le cuir est tendu sur le dessus et il va garder cette forme de chaussure. La semelle est constituée de plusieurs couches solides. Ensuite, j'insère le cambrion ici. Il peut être en métal ou en bois. Il se place ici et permet d'avoir de la résistance sous le pied. Puis je rembourre cette partie avec du liège et par-dessus tout ça, je fixe la semelle intermédiaire, puis la semelle elle-même. À la fin de l'époque édouardienne, il était courant de voir des magasins de chaussures spécialisés vendre des produits fabriqués en usine. Le coup de grâce, ça a été la Première Guerre mondiale. Pendant cette période, les usines ont produit environ 60 ou 70 millions de paires de chaussures, je crois, pour les soldats qui combattaient dans tout l'Empire. C'est comme ça que les usines ont envahi le marché. En produisant énormément de chaussures, c'était des produits bon marché. La fabrication traditionnelle était devenue trop chère. Alors les cordonniers ont dû s'adapter et faire du travail de savetier, c'est-à-dire réparer les chaussures et non les fabriquer. Les fabricants édouardiens faisaient souvent appel à des voyageurs de commerce pour vendre leurs produits hors de la Grande Rue, jusque dans la campagne profonde. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voudriez voir quelques articles que j'amène tout juste de Londres? Bien sûr, entrez. Maurice Collins est un fervent collectionneur et possède plus de 400 inventions historiques. Et on appuie dessus. Il est venu à la ferme armé de marchandises édouardiennes. Avez-vous des poules? Oui, beaucoup. Si vous le permettez, j'aimerais vous montrer le tout dernier article que nous proposons aux fermes. Je peux poser ça ici? Oui. Cet appareil étonnant sert à trier les œufs. Quand une poule pond un œuf, il roule et il est classé en fonction de son poids. Ça alors? C'est formidable. Je pense qu'Alex serait intéressé par ça. Puis-je vous montrer un ou deux autres produits? Vous vous levez très tôt le matin. Oui. Et il fait très froid. Vous remplissez ceci d'eau chaude et vous le portez autour du ventre. Ça me fait paraître un peu plus gros. À 5 heures du matin, ce n'est pas gênant, monsieur. Non, les vaches s'en moquent. Ceci est une cuillère à hélice. Lorsque vous mélangez votre nourriture, l'hélice tourne dans le sens inverse, ce qui permet d'être 2 fois plus efficace en faisant moins d'efforts. Ceci est un appôt pour oiseaux. C'est quel oiseau? Pour être franc, on ne sait pas trop. On dirait Alex le matin. Voyons voir ce que nous avons d'autre. Ceci permet de sécher les chaussures et les bottes, sans avoir besoin de les retirer. Pas pratique pour se déplacer. Par contre, non, c'est vraiment étonnant. Et pour finir, je voudrais vous montrer le nec plus ultra de la technologie édouardienne. Cet article va sans doute faire fureur dans tout le pays et je vais vous le montrer en avant-première. Je vous présente la machine à thé.
Une machine pour faire Du thé, oui. Et elle est réglée comme une horloge, pour ainsi dire. C'est un système qui se base sur le fonctionnement de l'horloge, de votre réveil. Vous réglez l'alarme à l'heure où vous souhaitez vous lever le matin, vers 5 heures du matin, j'imagine. Vers 10 heures du matin, plutôt. 10 heures 5 heures du matin. La veille au soir, il faut que vous mettiez de l'eau dans la bouilloire. D'accord. À l'heure indiquée, cette partie tourne automatiquement. Cette petite bande vient gratter l'allumette et le réchaud se met en marche. Et une fois que la bouilloire est chauffée, elle verse l'eau dans la théière. Et la plaque revient ici et éteint les flammes. C'est vraiment fabuleux. Vous avez maintenant un grand choix d'articles. Est-ce que l'un d'entre eux vous semble convenir à vos besoins immédiats? L'appareil qui trie les œufs serait parfait pour notre élevage de volailles. Celui qui sèche les chaussures serait parfait pour mes pieds gelés. Enfin, je voudrais tout prendre. Mais je n'en ai pas réellement besoin. Cela dit, cette machine me tente bien. Combien est-ce que ça me coûterait? Environ 2 livres. Un ouvrier édouardien gagnait environ 20 shillings par semaine, il me semble. Et 20 shillings, ça faisait 1 livre, n'est-ce pas? Donc, cet objet représente plus de 2 semaines de salaire. Mais cela les vaut bien. C'est ce qu'il existe de mieux en termes d'ustensiles de maison. Et nous acceptons de faire crédit, rien que pour vous. Nous enverrons quelqu'un pour venir récupérer l'argent. Pas un mot à Alex et Ruth. Salut Tom, comment ça va? Très bien. J'ai terminé. J'ai changé la semelle, le talon et aussi les clous. Vraiment? Elle est comme neuve alors? On était d'accord sur le prix, non? Tout à fait. Tu verras avec maman, elle te donnera l'argent. Vers 1 heure, nous avons pris un déjeuner rapide. Nous en avons profité pour échanger les dernières nouvelles. Comment va Loi, Peter? On dirait qu'elle est sur la voie de la guérison. Bonne nouvelle. On ne peut pas perdre une oie. On va prendre un jar. C'est une bonne idée. Alex nous avait réservé une petite surprise pour l'après-midi. Tu te sens en forme, Peter? Toujours? Je t'ai préparé un petit cadeau. J'aime pas quand il dit ça. Je sais. Nous avons organisé une rencontre sportive. Un match de foot contre le club de Plymouth Argyle. Une équipe qui est passée professionnelle pendant l'époque édouardienne. Ça te va? On a 9 joueurs, je suis le 10e, et il y a une place pour toi, Peter. Je pense qu'on va se prendre une raclée parce que ces gars-là ont été semi-pro. Mais je compte sur toi, Peter. On a besoin de toi. J'ai vu des photos de footballeurs édouardiens. Vous allez porter ces shorts ridicules? Niveau ridicule, on va être servi. Parfait. Alex, nous sommes tous les deux d'origine écossaise. Et qu'est-ce que les Écossais boivent pendant un match de foot? Du bouillon de viande. C'est ça. Je pense qu'il faut faire du bouillon de viande pour la mi-temps. Bonne idée. Il va falloir que tu sois au top, Peter. T'inquiète pas, Alex, je suis confiant. J'ai lu quelque part qu'à l'époque édouardienne, il n'y avait pas encore le concept de faute dans le règlement. Je vois. Je vais essayer de venir vous voir. Ça va être marrant. Après le repas, les garçons se sont remis aux corvées. Ils sont allés chercher du bois pour le feu. C'est une rue pavée maintenant, Prince. Vas-y doucement. Oh. Reste là, mon gars. Plus tôt dans l'année, nous avons taillé des haies. Et nous avons gardé tout le bois en trop. Il a pu sécher pendant environ 2 mois. Alors avec un peu de chance, ça va nous permettre de faire du feu beaucoup plus facilement pour la ferme. Je mets ça où, par là? Oui, au même endroit. À l'époque édouardienne, il fallait se procurer soi-même des sources d'énergie, des combustibles. Il ne suffisait pas d'appuyer sur quelques boutons. Cette expérience permet de se rapprocher des conditions de vie de l'époque.
et de se rendre compte à quel point il fallait travailler dur pour avoir certaines choses. Vraiment dur. Je me suis dit que j'allais faire un pudding pour le dîner. Une fois préparé, je le laisse reposer, je peux faire autre chose. C'est juste de la farine et des rognons découpés. J'ajoute un peu de raisin. Fondamentalement, c'est un plat très basique, très bourratif. C'est juste une grosse boulette, en fait. Et quand c'est bien fait, c'est formidable, un pudding. Bien anglais. Et c'est tellement rapide à faire. Franchement, ce serait presque plus long de retirer l'emballage d'un plat tout prêt. Loi blessée se sent mieux. Et le dernier achat de l'équipe devrait faire de la cour un endroit plus sûr. C'est notre jarre? C'est lui. J'ai dû surenchérir sur quelques autres clients. C'était le seul jarre de la vente aux enchères. Alors il a fallu que je dépense quelques livres pour l'avoir. Elle en a de la chance. Elle est protégée maintenant. Il est remonté à bloc. Et il est costaud. Apparemment, il s'est déjà un peu battu, regarde. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ce genre d'oiseau adore se jeter dans la mêlée. Que ce soit des chiens, des renards ou autres. Il leur fonce dessus en battant des ailes. Et franchement, à moins qu'ils soient vraiment gros et très affamés, les renards laissent tomber parce qu'ils savent que ça n'est pas une partie de plaisir. Beaucoup de fermiers prennent des jarres uniquement pour cette raison. Je crois que même des humains laisseraient tomber. Oui. Ils sont très bruyants, très agressifs. Oui, c'est le seul problème. J'ai introduit un animal très asocial dans la ferme. Une fois qu'il aura pris confiance, il sera sans arrêt sur tes talons à te crier dessus. Un peu comme Ruth. Oui. Allez, va prendre tes marques. C'est parti. Oui. Les oies peuvent dormir tranquilles. Oups, regarde ça. À la mi-temps, c'est ça qu'on mange. Du bouillon de viande. Même si on perd à la mi-temps, on mange ça. Et ça ira mieux. Prendre une livre de viande de bœuf maigre. La couper en petits morceaux de la taille d'un dé, mettre les morceaux dans une casserole propre avec un demi-litre d'eau froide et porter à ébullition. C'est fait. Voyons voir. Prêt à y goûter? Vas-y. C'est un peu vert, non? Je trouve aussi. On voit davantage l'eau que le bœuf. Pas très encourageant. Et voilà notre bouillon de viande. Je vais goûter quand même. C'est pas mauvais. Ouais, c'est plutôt réussi. Si je ferme les yeux et que j'imagine le club de Plymouth Argyle, Les légendes. par un rude après-midi de février, et que je bois ça, je me dis que c'est une bonne cuillère de bouillon. Par contre, je me demande si on en aura assez pour tout le monde. J'en remets un autre à bouillir, peut-être. Oui, fais donc ça. Là, ça va être la version moins bonne. Vas-y, mets beaucoup de sel pour qu'ils aient bien soif. À la deuxième mi-temps, ils seront desséchés, et là, on commencera à attaquer. Pendant que les garçons étaient à la cuisine, j'ai reçu une visite de ta petite fille, Eve. Ah, te voilà, je t'attendais. Ça va? Nous nous sommes mises dans l'ambiance sportive avec un peu de gymnastique. Une activité courante chez les femmes édouardiennes. Alors, c'est écrit « se tenir droit, les pieds tournés vers l'extérieur ». Ça, je peux y arriver. C'est pour ouvrir la cage thoracique. Cette forme de gymnastique vient de la Grèce antique. Bon, nous avons bien ouvert le thorax, là. Mais elle ne s'est généralisée qu'à la fin du 19e siècle, lorsque les classes moyennes ont commencé à la considérer comme une activité féminine convenable. C'est bizarre, non? Ça fait fonctionner toute la partie supérieure du corps. Les épaules et... Tout à fait. Tout le haut du corps est mobilisé. Il y avait encore cette inquiétude à l'époque, une sorte de vieux préjugé selon lequel les femmes devaient éviter de trop bouger cette partie de leur anatomie.
On pensait que l'utérus se déplaçait un peu dans le corps, en quelque sorte, et non qu'il était fixe. Alors les gens préféraient éviter que les femmes ne remuent trop de ce côté-là. Pendant des siècles, même le fait de courir était déconseillé pour des raisons de santé. Toute cette partie du corps ne devait pas être secouée. Alors c'est à partir de là que les choses ont commencé à se détendre, tu vois, qu'on a obtenu plus de liberté. Enfin bref, assez parlé. Place à l'action. 1, 2, 3. C'est pas vraiment l'idée qu'on se fait d'un exercice dynamique, hein. C'est censé être dynamique, ça? J'ai l'impression de ressembler à un singe. Pas un singe classique, un singe volant. Ouais, c'est tout à fait ça. Maintenant, vers le haut. J'y arrive pas. Mais si, quelle flemmarde, je vous jure. Bon, Un coup de main pour atteindre le haut? oui, je veux bien. C'est bon? T'es bien installé? C'est un endroit génial pour un match de foot, pas vrai? Oui, vraiment idéal. Le football avait beaucoup de succès au 19e siècle. Mais c'est pendant l'époque édouardienne qu'il est devenu le sport du peuple. C'était celui qui rassemblait le plus de public. La barre des 100 000 spectateurs a été atteinte en 1901. Et le premier transfert de joueurs à 1 200 € date de 1905. Mais le règlement était très différent à l'époque. Il n'y avait ni hors-jeu, ni remplaçant, ni carton rouge ou jaune. David Goldblatt est un historien spécialisé dans le football. Il est venu nous en parler. Voilà, c'est presque fini. Alors, on nettoie le terrain? David, enchanté. Peter. Alex, enchanté. Enchanté. Il y en a beaucoup sur le terrain? Oui, il y en a encore un peu par là dans la surface de réparation. On essaie d'en retirer autant que possible. Vous voyez, ça montre à quel point le football était important à l'époque édouardienne. Parce que 20 ans plus tôt, personne n'y jouait à la campagne. C'était un sport urbain. Oui, Mais en 1908, tout le pays y jouait. Même ici, dans le Devon, dans la région des vaches et des bouses, on jouait au foot. Parce que c'était devenu professionnel. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui, où l'on a généralement 4 joueurs à l'arrière et 4 au milieu. Le jeu était complètement différent. On avait 2 joueurs à l'arrière, 3 au milieu et 5 en avant. 5 attaquants. un jeu très agressif alors. Très agressif, en effet. Par contre, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'entraînement entre 2 matchs. Ça tombe bien parce que on a conservé cette tradition. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool assez régulièrement et aussi du tabac? Très bien. Alors vous avez ce qu'il faut pour jouer au football professionnel édouardien. Pile, face. C'est face. Hors-jeu! Allez, l'arbitre! J'ai vu, oui. Pas de hors-jeu! À l'école, j'ai été vaccinée contre toute forme de sport, alors je n'y connais vraiment rien. Eh bien, c'était un peu comme ça à l'époque. Le sport n'était pas pour les femmes. Il était réservé au sexe masculin. C'était censé aider les garçons à devenir des hommes. Mais heureusement, quelques femmes édouardiennes se sont rendues compte que le sport était bon pour elles aussi. Ce sont les prémices d'une culture footballistique féminine. Vraiment? Oui. Mais le grand changement n'a eu lieu que quelques années plus tard, après le début de la Première Guerre mondiale. Évidemment, tous les hommes étaient envoyés au front, et les femmes travaillaient dans les usines. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Pareil que les hommes, elles ont créé des équipes de foot. Ça alors? Et après quelques années, on se retrouvait avec des équipes comme les Ladies de Dick Kerr, qui venaient d'une usine de munitions de Preston, et elles jouaient des matchs de bienfaisance devant 25 000 personnes. Vraiment? Et dès 1921, elles jouaient devant 50 000 personnes. C'est incroyable. À tel point qu'en voyant les femmes empiéter sur le domaine des hommes, la Fédération anglaise de football a dit à ses clubs que s'ils autorisaient des femmes à jouer sur leur terrain, même sur leur terrain d'entraînement, ils seraient exclus de la compétition. Ça a paralysé le football féminin pendant 50 ans. C'est un peu scandaleux, non?
J'ai les poumons en feu. Ça me brûle partout. Allez! Rentrez-leur dedans! On va voir s'ils aiment notre bouillon de viande. On mène au score, là. Il y a combien? 6-2. 6-2. Mais je pense pas que ce soit grâce à Peter et moi. Non. Amenez-moi du bouillon. Et voilà, goûtez ça. Merci. Ah, je me sens revivre. Ça va les chaussures? Ça glisse un peu. Et cette extrémité me gêne. J'ai du mal à contrôler la balle, mais ce n'est pas nouveau. Vous pensez vraiment que le problème vient de la chaussure édouardienne? Je suis pas sûr. Non, ce sont les jambes qui posent problème. Allez vous reposer, vous avez bien joué. C'était super, je suis impressionné. Merci beaucoup d'être venu. Ce fut un plaisir. Après le match, nous sommes rentrés, nous avons couché les animaux et nous avons dîné. Tu tiens le coup, Peter? Ça va. J'ai encore la force d'aller au pub. Pas sûr de revenir, par contre. Et un petit verre pour terminer la journée. Les pubs anglais existent depuis des siècles. La bière est la boisson nationale après tout. Mais pendant longtemps, c'était simplement des maisons qui étaient ouvertes pour la vente de boissons. Ça ressemblait vraiment à un petit salon, parce que c'était pour ainsi dire un salon ouvert au public. Ce n'est qu'à partir des années 1830 que des bâtiments ont été construits spécifiquement pour être des pubs. Et bien sûr, au début, ils se situaient principalement dans les villes. Et c'était des endroits plutôt élégants. Si on allait dans un pub citadin au milieu de l'époque victorienne, on entrait dans un espace magnifiquement carrelé, avec de grands miroirs, des œuvres d'art, le tout étincelant de propreté. Alors qu'à la campagne, ça restait un salon converti en bistrot. Encore une longue journée qui se termine. Si j'en juge par les extraits de journaux intimes de l'époque que j'ai lus, je pense que ce que nous avons commencé à ressentir, c'est cette routine laborieuse qu'ils ressentaient pendant l'hiver. Encore et toujours la même chose. On espère simplement que les températures se décident à remonter. Ce que je peux dire, c'est que le pub est un vrai refuge par rapport au quotidien. C'est intemporel. Oui, c'est comme un abri, un moment de repos. Quoi qu'il en soit, trinquons. Un jour de plus dans la vie d'une ferme édouardienne. Un de plus. Santé. Je dois aller me coucher maintenant. Il est temps de conclure. Quoi qu'il arrive, le plus dur de l'hiver est derrière nous. Et on sent le printemps qui approche, les jonquilles ont fleuri. Nous ne risquons pas de nous ennuyer pour autant. Les agneaux devraient naître dans peu de temps. Prends soin de toi. Je t'embrasse, Ruth. PS, tu ne devineras jamais ce que Peter a acheté. Vous êtes réveillés? Va falloir que je paie cette machine.